Bienvenue à Parle Jazz. Aujourd'hui, avec moi, Jacques Giguère, fidèle au poste le mardi. Bonjour, Jacques. Bonjour. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, quand les Blue Jays gagnent, ils vont en série éliminatoire. Pas en série mondiale. En finale de la série mondiale. Je crois que la dernière fois, c'était en 93. Si ma mémoire est bonne. Si j'ai bien lu ce matin. Oui. Donc, ça fait longtemps. Je pense que les Canadiens avaient besoin de voir ça. Des Canadiens d'un océan à l'autre, et aussi parce que, avec toute cette guerre tarifaire que le président américain nous livre, d'avoir une équipe canadienne en finale, parce que c'est la seule équipe canadienne, et elle se retrouve en finale. Donc, les chances que ça arrive n'étaient pas très grandes, mathématiquement parlant, quoique c'est un très bon club, ils l'ont démontré, ils ont fini premier, mais ils sont maintenant en série finale, en série mondiale, et ça, c'est intéressant. C'est drôle, on appelle ça des séries mondiales, d'ailleurs. Puis il y a juste un club de l'extérieur des États-Unis. Mais en tout cas, ils sont quand même là. Bravo. Même le Canadien, hier, qui a gagné contre les Sabres de Buffalo. C'était incroyable. C'est pas un parle-parle Jazz Sport aujourd'hui. Là. Ne vous trompez pas. On va parler, entre autres, du discours du trône qui sera prononcé cet après-midi. Mais moi aussi, c'est tout est pâté. Comment ça va? Ça va bien. Ben oui. Quand deux clubs, vos clubs préférés gagnent, ça va bien. Exact. On s'entend bien là-dessus. Ouais. Puis est-ce que tu as écouté les matchs hier? J'ai écouté le Canadien. Le Canadien? Ouais, je suis plus après ça, t'as pas penché sur le baseball après. En fait, quand la série mondiale va commencer, je risque de m'y intéresser encore davantage. Mais ça va être difficile. Avec Shohei Ohtani de l'autre côté chez les Dodgers, qui est comme le meilleur joueur de baseball de tous les temps, proclamé cette année avec son super 10 retraits surprise, puis 3 circuits dans le même match. Oui, mais quand un club se rend en série mondiale, les deux clubs peuvent gagner. C'est vrai. Parce qu'ils sont et regardez toute l'adversité qu'ils ont réussi à vaincre de chaque côté pour se rendre en série mondiale. C'est donc deux bons clubs et ça risque de faire une bonne série. Ah, absolument. On a eu droit à du sport solide. C'est sûr que ceux qui ne sont pas partisans des Canadiens ou des Blue Jays l'ont peut-être trouvé moins épatante comme soirée, mais ça a été une grande soirée de sport pour les amateurs. Mais aujourd'hui, on parle de différents sujets. Vous pourrez participer à l'émission, bien sûr, poser vos questions. On va commencer par le discours du trône qui sera prononcé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez à ce qu'il soit dit dans ce discours? C'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre par téléphone et par courriel ppjj@cjse.ca. C'est Parle Jazz en ce mardi 21 octobre, jour du discours du trône. Et ce sera aujourd'hui le premier discours du trône prononcé par Mme Louise Imbeau. Premièrement, Jacques, re-bienvenue. Bonjour. On se redit bonjour. Je voudrais que tu nous expliques, grosso modo, le discours du trône. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Écoute, le discours du trône, c'est un beau mot. Mais en fait, la province du Nouveau-Brunswick respecte le système de monarchie constitutionnelle parlementaire. Pardon, parce que notre système politique canadien, c'est ça. Nous vivons dans une monarchie constitutionnelle parlementaire. Et donc, il y a des parlementaires, des gens qui sont élus, chambre haute, chambre basse. Par exemple, à Ottawa, c'est le Sénat, puis c'est la Chambre des communes. Au Nouveau-Brunswick, on a l'Assemblée législative. Chacune des provinces a une Assemblée législative. Et ce sont des élus. Et la tradition parlementaire, cette tradition qui est héritée du Parlement britannique, ça marque l'ouverture officielle d'une session législative. C'est ça, un discours du trône. Et puis, qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est la lieutenant-gouverneur qui lit, qui donne les priorités. La liste des priorités du gouvernement pour la prochaine session qui s'ouvre aujourd'hui, au fond, parce que c'est officiellement l'ouverture. Puis c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est une tradition britannique qu'on a héritée du système britannique à partir du moment où les Britanniques ont pris le contrôle là, ont gagné la guerre, puis ils ont pris le contrôle là, du Canada. Mm-hmm. Et qu'on a créé le Canada sous la loi en 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Voilà. Et puis, est-ce que...
généralement prononcé par la lieutenant-gouverneur général, le lieutenant ou la lieutenant-gouverneur général, mais il y a des exceptions parfois. On a vu des fois, ça a été prononcé par la reine elle-même. Oui, parce que dans le fond, un lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général à Ottawa, ce sont des représentants de Sa Majesté. Sur notre territoire. Donc, c'est comme c'est middleman, si vous voulez, ou c'est son bras droit. C'est ces gens-là qui représentent la couronne britannique. D'ailleurs, l'autre jour, je parlais à Mme Imbeau dans une rencontre et elle me disait qu'elle prévoit une rencontre avec le roi Charles à Londres. Je crois que c'est cet automne. Oh. Donc, il y a ces gens... Et puis, ça vient de partout, là, parce que l'Empire britannique, il est immense à travers la planète. Donc, ça vient un peu de partout. Puis, il y a des rencontres comme ça qui se font. Mais oui, c'est le lieutenant-gouverneur ou, la dernière fois, à Ottawa, c'est le roi Charles lui-même qui est venu. Oui, c'est ça. Qui est venu lire le discours du trône du nouveau gouvernement Carney. Et puis, c'est comme ça que ça se fait. Normalement, ça aurait été le gouverneur général du Canada qui l'aurait fait. Mais puisque le roi est venu en ami, si vous voulez, venir vous rendre visite. Et on soupçonne aussi un peu en dessous de tout ça une espèce de pied de nez aux États-Unis. Ben oui, parce qu'il y a une guerre commerciale, parce qu'on veut aussi dire que hey, on a nos amis britanniques derrière nous, etc. Donc, il y a du non-dit dans tout ça, mais dans ce qui va se passer aujourd'hui à Fredericton, c'est effectivement ça. C'est la lieutenant-gouverneur, la nouvelle, qui est là depuis seulement janvier, Mme Louise Imbeau, qui va faire la lecture du discours du trône. On appelle ça la lecture des intentions du gouvernement dans le discours du trône. Donc, tous les députés sont là et tout ça. Pourquoi ça serait une cérémonie importante? Pourquoi c'est encore considéré important comme cérémonie, le discours du trône? Ben, c'est parce que c'est une étape nécessaire pour marquer la reprise des travaux. À chaque fois que tous les députés se réunissent en chambre, ça commence toujours de la même manière. Ça commence comme ça. C'est le gouvernement qui dit à tout le monde, voici ce qu'on s'entend de faire pour les prochains mois à l'Assemblée législative. Notre gouvernement, là, on a réfléchi à nos affaires, là, et c'est ça qu'on veut faire pour la prochaine année. Donc, c'est un discours qui marque l'orientation. Et c'est d'où la question d'aujourd'hui. Vous vous attendez à quoi, vous, en tant que citoyen? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre là-dedans pour vous dans le prochain discours? Et puis, voilà. Et pourquoi ça se fait à Fredericton? Parce que c'est le siège du gouvernement. C'est la capitale. Ouais, okay. Et c'est là qu'il siège. Et c'est là que le gouvernement... En fait, c'est juste normal que ça se fasse à Fredericton parce que c'est là qu'est la capitale du Nouveau-Brunswick. C'est là que siège l'Assemblée législative de la province. Puis c'est l'endroit où se déroulent toutes les activités parlementaires de la province. Donc, la lieutenant-gouverneur prend la place le trône. On appelle ça le trône, mais en réalité, c'est le siège de la présidente, dans ce cas-ci, de la Chambre. Et puis, elle fait la lecture. Puis là, les gens applaudissent, puis voilà, on passe à un autre appel. Alors, on passe à une chose sérieuse. Ouais. On va passer à un appel, justement, et je vous invite à nous rejoindre le 506-532-0133 pour toutes vos questions, vos commentaires, ou qu'est-ce que vous vous attendez à ce qui soit prononcé dans le discours du trône aujourd'hui, ce qui vous ferait plaisir ou non. On prend un appel, parle, jase, on vous écoute. Oui, c'est pour le discours du trône. Oui. Oui, j'aimerais savoir, hier, je ne sais pas si vous étiez au courant, en Colombie-Britannique, il y a eu la Cour suprême a avisé les citoyens qu'ils allaient perdre le droit à leur terre aux Indiens, pas les Indiens, on appelait ça les Autochtones. Les Autochtones, les Premières Nations. Les Premières Nations, oui. Puis au Nouveau-Brunswick, on attendait souvent, ça a commencé les dernières 4-5 années. Moi, un exemple, mon garçon avait finissant de l'école Mathieu Martin, puis tu avais Roger Mélenchon qui était le député de notre région. Il avait fait un discours. Puis c'est comme si on se faisait discuter qu'on était sur des terres amérindiennes, autochtones. Moi, j'ai sorti de là. Moi, j'étais complètement... Je savais pas ce qui se passait. Je pensais, jusqu'où on va aller. Moi, je suis acadien. Puis, si vous pensez, les Acadiens, là, on a été vraiment, si on va dans l'histoire, là, on a été traités pire que les Autochtones. Oui. Je sais que, les Autochtones n'ont pas bien été traités en tout. Les Acadiens, on a été séparés.
les hommes puis les femmes sur Oui, des la bateaux. déportation. La déportation. So, jusqu'on va comme Acadiens, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on va-tu retourner en France ou qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, là-dessus, je pense qu'il faut juste simplement remettre les pendules à l'heure. Les peuples autochtones, les Premières Nations, vous avez remarqué aussi, hein, des fois, un conseil de ville va rouvrir sa réunion ou même une conférence, une présentation quelque part. Et souvent, les premiers mots, c'est pour dire que nous habitons sur un territoire non cédé par les Autochtones, etc., etc. Bon, il y a une formule là, qui est dit généralement pour ça. Oui. On l'entend souvent, ça. C'est l'idée, puis les Autochtones l'ont dit aussi, l'idée, c'est pas de vous enlever ce qu'on a, nous enlever ce qu'on a tout de suite. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, vous nous avez promis telle chose et vous n'avez pas respecté votre engagement. En fait, les Britanniques, parce que c'était les Britanniques à l'époque, ont dit aux Autochtones, faites-vous-en pas, on va pas s'emparer de vos terres, là, on signe un traité, puis il n'y a aucun problème. Ils sont virés de bord, puis ils ont fait exactement le contraire. C'est ça qui est arrivé. Puis nous, étant donné qu'on était un peuple qui avait été conquis, hein, je pense qu'il faut le dire, les Britanniques nous ont battus, on a perdu Fort Beau-Séjour, puis à partir de là, c'est enclenché tout un processus de déportation de 1755 jusqu'à la défaite de 1758 avec pas Port-Royal, mais Louisbourg. Puis finalement, l'année d'après, 1759, Québec est tombé aux mains du général Wolfe. Puis là, c'était fini. Là, l'aventure française en Amérique est morte là. Mais les Français sont demeurés. Les Français sont demeurés sur le territoire, mais vivent sous le système britannique. Hein? Puis tranquillement, on a fait notre place, puis on a créé le bilinguisme, puis tout ça. Bon, puis on existe encore. Malgré tout ça, on existe encore. Mais il n'y a pas d'intention, j'ai compris, si j'ai bien compris, des peuples autochtones, de nous évincer de nos maisons puis de nos territoires. C'est qu'ils disent, vous nous avez, entre guillemets, et nous, on dit aujourd'hui, attention, on revient et on est maintenant éduqués. On a des avocats, on a des médecins, on vit on vit en même temps dans votre société. Alors, il y a peut-être un coup qui va venir avec ça. Et ça rejoint un peu, la semaine passée, il y a quelques semaines, la première ministre du Nouveau-Brunswick a dit, nous avons une grande entente avec les peuples autochtones au Nouveau-Brunswick. Tout le monde a signé ça, on est tous contents. Alors, les journalistes, il y a des gens qui ont dit, c'est parfait, on aimerait voir ça. On dit non, c'est secret. Donc, il n'y a pas moyen de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, bonne chance. Si vous voulez essayer de trouver ça, bonne chance. Mais moi, je pense que peut-être qu'un jour, là, on le saura. Mais pour le moment, il n'y a pas moyen de savoir. Et puis, je dormirai quand même dormez sur vos deux oreilles là-dessus. Je ne verrai pas comment un gouvernement peut aller enlever ce que vous possédez en ce moment, qui a été construit pendant souvent de génération en génération. Il faudra que ça monte en Cour suprême, ça finit plus. En fait, je garderai un bémol là-dessus, mais je suis un peu intrigué par rapport à ce qui se passe en Colombie-Britannique. Je suis pas au courant de ça, puis je vais aller voir ça, puis je vais essayer de comprendre de quoi vous me parlez au début. Oui, j'ai surveillé ça dans CTV News en anglais, puis j'ai pas eu tous les détails. C'était la Cour, comme j'ai dit, c'est la Cour suprême qui a aviser les citoyens de se préparer. C'est ça qui arrive avec ça, là. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est du wokeism, là. Tu vois des personnes, ça sonne bien à dire on est sur des terres cédées. Ça sonne bien. En anglais, be careful what you wish for. Be very careful what you wish for. Higgs avait commencé ça avait été en cours avec ça, avec Higgs. Puis tout le monde, of course, tout le monde bash Higgs. Écoutez, faites attention avec ça. Parce que les Autochtones, vraiment, technically, ils avaient le droit, puis ça n'en prend rien qu'une coupe à faire ça, puis ça va faire un precedent, comme tu dis. Une fois que c'est fait, ça c'est en cours des precedents, là. C'est fini, ça, là. Alors, après ça, à cette heure, ils bloquent les développements pour les pipelines, puis tout ça. Faut que tu ailles voir tous les Autochtones, 12 groupes, il faut que tous les 12 disent oui. Tu peux pas faire de pipeline au Canada, tu peux rien faire. Ça fait rien. C'est pour des entreprises. Un jour, ça sera les maisons. On va prendre les titles des maisons, puis very careful. Ça sonne bien.
Ça sonne bien, tu sais, là, comme Roger Mélenchon, on est sur la terre, ça sonne bien, ça. Puis tu vois, des licences, ça met Petit Kodiak, ça met, c'est appelé comme on est en autochtone, tout ça, c'est tout beau. C'est tout beau. Be very careful what you wish for. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Ben, oui. Ça va être intéressant à suivre, de toute évidence, mais moi, j'ai pas de crainte pour le moment. J'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Mais écoutez, je respecte votre point de vue absolument. Non, c'est comme si tu irais en Europe. Allez voir, OK, on va donner un exemple en Europe. Où toutes les guerres qui ont été battues depuis les années en Espagne, en Italie, puis aujourd'hui, c'est ça les frontières qu'on a aujourd'hui. C'est comme si qu'on allait, puis on refaisait toutes les frontières, puis on disait, tu sais ce que je veux dire, là? On est ici aujourd'hui, puis c'est-tu ma faute que moi je suis mes descendants viennent de la France, c'est-tu de ma faute que je suis ici? On a déplacé des Autochtones, ben nous autres, ça fait déporter, c'est-tu de ma faute à moi? Juste, comme Acadien, qu'est-ce que je fais? C'est sûr qu'on est des victimes de ce qui s'est passé par avant. Oui, on peut pas dire que c'est de votre faute. Non, on est tous Canadiens. C'est ça divise le monde, ça. Les Autochtones ont des cartes, puis ils payent pas de taxes, tout ça, c'est un autre sujet. Tu peux plus faire, c'est fini, on est tous Canadiens. C'est ça notre pays, puis il faut qu'on regarde d'avant. Si on regarde derrière, c'est ce temps-là que ça fait des divisions. Puis vraiment, comme j'ai dit, technically, si ça va en cours, ça, les Autochtones, allons gagner. Puis tu peux bien dire, ils voulont pas la table, tout ça. Mais est-ce que vous aimeriez qu'aujourd'hui ou peut-être dans le prochain discours du trône, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir, ça, de régler cette problématique-là entre le gouvernement et les peuples autochtones une fois pour toutes pour enlever cette incertitude? C'est ce que vous êtes en train de me dire? C'est ça. C'est comme en dessous. C'est comme ça broue en dessous. Là. OK. Ils en parlent. Tu sais ce que je veux dire? C'est juste de quoi que tu peux pas avoir... En anglais, you can't have it both ways. Tu peux pas avoir un pays qui est appartenu par deux personnes. Je veux dire, là, faut que ça soit les Amérindiens, les Autochtones, ou la personne qui appartient à la terre, ou ça peut être l'entreprise, ou tu peux pas avoir un pays qui appartient... Je sais pas si on fait aux États. Il y a une histoire des États, ils n'ont pas traité bien les Autochtones. Les États-Unis, eux autres, c'est pire. C'est vraiment... C'est l'histoire américaine par rapport au peuple autochtone. Oui. Elle est pas très jolie, là. Non. Puis j'ai rien... Moi, je respecte tous les peuples. C'est comme j'ai dit, tu peux pas aller puis changer les choses. C'est comme si tu irais en Europe, tu essaies de refaire les frontières. Regarde ce qui est arrivé au Moyen-Orient. Regarde l'Israël. Ça, c'est un prime example. L'Israël avait pas de pays. Après la guerre, ils ont inventé, puis ils ont déplacé tous les Palestiniens, puis ils ont dit, OK, c'est ton pays. Regarde ce que ça fait. Des guerres après. Faut apprendre. Là où je vous rejoins à 100%, c'est qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Ça veut dire apprendre à se respecter. C'est qui mon voisin? C'est quoi ses forces? Qu'est-ce que je peux faire pour travailler, pour vivre avec cette personne-là? Et non pas essayer de l'écraser puis de le dominer. À partir du moment où on ne se respecte plus, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Ben, il va y avoir une réponse. C'est ce qui est arrivé avec Israël. L'idée de départ était peut-être pas mauvaise, puis je ne veux pas rentrer dans tout ce débat-là, parce que là, on n'en finira plus. Mais quoi que ça pourrait être intéressant aussi. Mais apprendre à vivre comme nous, francophones du Sud-Est, ben, on a perdu, on a été déportés, on est revenus. Il y en a qui sont restés, ils se sont éloignés eux-mêmes, ils sont revenus, ils ont créé leur propre vie. Et on a appris à vivre avec celui qui nous avait conquis. Hein? On a appris à vivre ensemble et tranquillement, c'est devenu des amis. Puis aujourd'hui, on vit dans une province officiellement bilingue, quoique elle a encore des faiblesses. Puis il y a une volonté anglophone de vouloir dominer encore le francophone et de dire, c'est pas important la langue, mais alors que c'est le véhicule à travers lequel la culture, on vit notre culture, puis qu'on vit notre vie. Alors il y a du respect là aussi à avoir. Donc le respect doit aller des deux côtés. Mais entre anglophones et francophones, on est sérieusement en avance par rapport entre ces deux peuples-là, par rapport aux peuples autochtones qui ont été carrément bafoués. On leur a enlevé leurs terres, on les a mis sur des réserves, on a créé des petits carreaux de terre, là, on a dit, vous allez vivre là-dessus, là, mais ce qui est en dessous, c'est même pas à vous autres. Et ces gens-là, là, ils sont retrouvés pendant des générations isolés. On leur a enlevé leur langue. Regardez tout ce qui s'est passé, les Butterbox, là, à Terre-Neuve, par exemple, ou dans le Nord, on est allé tuer les chiens
des peuples autochtones qui vivaient dans le Grand Nord parce que c'était leur moyen de locomotion, parce qu'on voulait plus qu'ils bougent. La GRC avait été là et a tué tous leurs chiens pour peu qu'ils bougent. Alors, on a tout fait pour les assimiler, pour enlever leur culture, on a tout fait. On a tout fait et ils existent encore. Donc, à un moment donné, il faut en venir à l'évidence. Ces gens-là ne vont pas s'en aller à moins que vous les exterminez, puis ça arrivera jamais. Donc, on est au Canada et on veut vivre ensemble. Et ça, c'est tout un procédé. C'est d'où tout le procédé de la réconciliation. Vous avez entendu ça, là? On voit ça. Il y a même une journée du congé chaque année pour la réconciliation. Alors, ça fait partie de cette démarche-là. Il y a une ouverture du peuple autochtone par rapport aux Blancs, et les Blancs, il y a une ouverture par rapport au peuple autochtone. Et tout ça est en train de se bouillonner. Et là, oui, il y a des vieilles frustrations qui ressortent. « Hey, vous n'avez pas respecté notre traité. » Oui, mais là, on fait quoi, là? Moi, je ne suis pas responsable de ce que tous nos ancêtres ont fait, là. Et vous l'avez bien dit. Donc, on fait quoi? Donc, il faut continuer de dialoguer, il faut continuer de vivre en harmonie et de trouver des solutions aux problématiques des gens qu'on dessert de chacun de notre côté. C'est ça le gros défi, et de vivre en harmonie et non pas d'essayer d'imiter nos voisins américains, taper sur tout ce qui bouge pour aller chercher le plus d'argent possible, peu importe les conséquences. Non, t'as bien parlé, non? C'est encourageant. Je vous remercie beaucoup pour votre appel. On va passer à un appel suivant, si ça vous dérange pas, puis on se reparle de ça. Je vous invite à recommuniquer avec nous. OK, merci. Bye-bye. Bonne journée. Bonne journée. Parle, jase, c'est à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, j'ai une question, vous savez, à votre invité. Et connais-tu l'histoire comme il faut de la province? Allez-y. Je veux dire par là, y a-t-il vérifié dans l'historique du Nouveau-Brunswick? Voir si que la royauté en Angleterre en cause de permis de d'exportation des Acadiens. Ça existe encore. N'importe quel temps, l'Angleterre puis le Négritude prend les provinces maritimes, monter dehors une deuxième fois. L'histoire des provinces maritimes est bien sérieuse. Il n'y a pas rien de question de langue ou de culture. C'est la liberté qu'on a. Mais là, on a encore pondu en Angleterre sur l'ordre de l'exportation. C'est tout. C'est ça qui est mon commentaire. Puis, veuillez vérifier votre histoire du Nouveau-Brunswick. Puis des maritimes, il y a 4 provinces, des maritimes. Oui, il y a 4 provinces, oui. Il y a l'Atlantique à 4 provinces. À la gauche. Oui. Par l'ordre d'exportation des Acadiens. Oui. Qui existe encore depuis 1755. Oui, qui a duré ça n'a jamais plusieurs... été aboli. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les provinces maritimes et le Canada au complet, c'est qu'on est tout un peuple, la même race, la même langue, les deux langues officielles du Canada, pourquoi est-ce que les premiers ministres du Canada ne font pas son pied à terre puis dire en Angleterre, pourquoi que ces provinces-là sont encore sur l'ordre de l'exportation? Pourquoi? C'est ça qui me choque. Ben, il y a eu le traité de Paris de 1763 qui a réglé la question de... Non, ça n'a pas réglé tout. OK, allez-y. Parce que vérifier dans toute l'histoire des provinces maritimes puis l'histoire du Canada, lors des exportations qui étaient là, ça n'a pas été annulé par la première reine, ni par la deuxième, ni par le roi Charles. OK, là, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, l'ordre de déportation, OK, Lord Durham, puis Lawrence et tout ça, là, puis Moncton, général Moncton, mais en fait, ça s'est passé à Halifax. Oui, il y a eu un ordre de déportation, puis oui, c'est vrai qu'à partir du moment où il a été appliqué, le peuple acadien... écoute, je suis pas historien. Hein? Je suis pas historien, fait qu'on va mettre ça d'être au clair, mais de ce que je me rappelle du cours d'histoire qu'on avait eu, c'est un peu ça. Puis il y a des représentants du peuple acadien qui ont demandé à la couronne britannique de faire des excuses et ils ne sont jamais venus. La première chose qu'ils pourraient faire, c'est dire, ouais, savez-vous quoi, on y est allé un peu fort en 1755, puis on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Mais à partir du moment où on fait ça, on ouvre une porte à des revendications, on ouvre une porte, donc vous vous êtes trompé, donc on veut avoir, par exemple, des millions de dollars, on veut ci, on veut ça, puis ça. Alors, ils veulent juste pas l'ouvrir, ils veulent dire, ça, c'est du passé, on peut pas revenir là-dessus, puis ils vont peut-être le dire dans le couloir, là, mais ils vont jamais probablement le dire officiellement, à moins que les choses changent. À moins que les choses changent, oui, parce que pensez-vous que le roi Gauthier va prendre, puis se mettre d'un genou, puis s'excuser? Non. Non. Jamais de Saint-Denis, même pas aux Américains.
Parce que le peuple acadien est fier, c'est un peuple qui est fier. Oui. Fier de leur culture, fier de leur langue, les deux langues, je dis bien, français et anglais. Oui. Mais, qu'est-ce que le Canada fait pour aider à ce peuple-là, acadien, qui a été déporté, pas rien des Acadiens, les Autochtones, qui ont été martyrisés, comme les Acadiens, par l'Angleterre. Oui. Mais les membres s'en foutent de l'histoire, ils s'en foutent de ça. Moi, l'histoire, je sais pas si vieux de ça, mais l'histoire de la province ici, c'est pas croyable qu'est-ce que les martyrs, que les Acadiens et les Autochtones ont subi par l'Angleterre et même par le peuple canadien. Ça serait quoi la solution, d'après vous? De dire, ça se fait, le pays, le Canada, avec l'Angleterre, puis le peuple qui a été martyrisé, les Autochtones de toutes les régions de la province et des maritimes. Je dis, quand je dis la province, je comprends les 4 provinces maritimes. Ouais. De dire, tiens, on va s'asseoir, on va discuter, trouver une solution. Pas de peur de demander des milliards, puis tout ça. Des excuses formelles, écrites, que le traité de déportation des Acadiens se fait aboli. Ça, c'est une chose que vous aimeriez voir dans le discours du trône. Peut-être pas celui-là, parce qu'il est déjà écrit. Peut-être qu'il y aurait une surprise. Mais dans le mandat actuel du gouvernement, c'est quelque chose que vous aimeriez voir, dire, hey, on va essayer on va monter, pas aux barricades, mais on va monter dans l'échelle de la royauté pour aller, encore une fois... Vous savez que ça s'est fait au Québec, ça. Ça s'est fait par des gouvernements indépendantistes ou par des gens plus indépendantistes, parce que là, il y a un mouvement au Québec qui revient de l'indépendance du Québec, là, d'après ce que je peux voir dans les sondages, puis dans l'opinion publique. Et eux, ils veulent se détacher de la monarchie. Là. Ils veulent dire, non, nous autres, la monarchie, ça n'a aucun symbole pour nous. Nous, on veut plutôt vivre dans une société où on n'a pas besoin de ça. Mais vous dites, non, il faut que le Canada lui-même, il faut que tous les peuples du Canada, autant autochtones que francophones, peu importe leur province, disent, ça suffit. On veut que la première chose, vous allez vous excuser d'avoir fait ce que vous avez fait et aux peuples autochtones et aux francophones d'Amérique. Et après ça, on commencera à jaser, mais c'est ça que vous souhaiteriez, vous? Oui. Parce que tant que ça ne sera pas réglé, là, je vais vous dire franchement, tant que c'est pas réglé, les deux langues officielles, mais anglais et français, même la troisième langue officielle qui s'appelle la langue autochtone, ne sera jamais en paix. Jamais en paix. Ça, c'est vrai, ça. Jamais en paix. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui te dit, tiens, moi, on va s'asseoir à la table, on va discuter, on va trouver une solution pour régler ce problème-là. Si le problème n'est pas réglé à la table, comment est-ce que le monde d'Astur ou la jeune génération qui va vivre, comment vous pensez que ces jeunes-là vont vivre, qui poussent, qui ont 5, 6, 15, 20, 30 ans, vont vivre dans 50 ans d'ici? C'est un bon point. C'est un bon point parce que je suis d'accord, quand on nourrit trop... En fait, on est en train de nourrir une certaine haine au lieu de nourrir un amour pour l'autre. C'est ça que je comprends là, dans votre discours. C'est-à-dire, arrêtons de nourrir ça, puis trouvons donc une solution pour le vivre ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent à ça. Mais il y a aussi des mouvements sociaux qui vont à l'encontre du bon sens, là. Pour pas faire ça. Non, c'est pas notre problème. Puis la langue, on voit la langue comme une menace. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, je vois pas la langue comme une menace. Le français, c'est pas une menace. C'est un moyen de communication et qui véhicule là aussi une culture avec pour pouvoir dire nous existons de par notre passé, voici qui nous sommes et ce que nous sommes aujourd'hui et vers où nous voulons aller. C'est tout ça une langue. C'est beaucoup plus complexe que simplement l'anglais puis le français. Mais quand on réduit ça simplement à l'anglais ou le français comme en business, souvent, c'est je fais de l'argent puis je vais aller chercher le maximum d'argent pour maximiser mes profits. Puis si c'est l'anglais qui me le donne, that's it. Souvent, on arrête ça là, mais qu'est-ce qu'il y a de toute la culture derrière? À un moment donné, il faut réfléchir à ça. Mais si, effectivement, c'est important parce qu'on a choisi d'avoir une province bilingue, quels sont les mécanismes par lesquels le gouvernement, là, qui va siéger à partir d'après-midi, va mettre en place pour que, tout à coup, comment ça qu'on sort de l'école au secondaire, puis on n'est pas capable de parler les deux langues officielles de la province? Pas normal, ça, à mon avis. Mais on devrait avoir comme critère, hey, vous voulez vivre, on vit au Nouveau-Brunswick, on parle les deux langues, merci. C'est une richesse, ça, de pouvoir parler en anglais. Puis s'il y avait l'espagnol, j'aimerais ça pouvoir l'apprendre aussi autour de moi, tu sais. Oui, et puis n'importe quelle autre langue.
J'ai resté en Ontario, je parlais pas anglais en tout. En se battant avec des Anglais, que j'ai compris l'anglais, que je la respecte, la langue anglaise. C'est vraiment une belle langue. Comme la langue autochtone. Mais quand j'entends du monde dire « Oh, les Indiens », c'est ça qu'ils me disent là. Ils vont tout cul, ils vont tout, ils vont ça, ils vont ci, ils vont ça. Pourquoi est-ce que les Acadiens se battent pas pour avoir le même respect que les Autochtones ont eu? C'est ça, je veux dire. La langue française, c'est n'importe quelle langue que dans la province, que c'est anglais, français, espagnol, comme vous voulez. Il faut que les langues se respectent entre eux. Oui. S'il n'y a pas de respect entre les langues, pensez-vous qu'il va y avoir du respect en anglais ou en français ou en autochtone? Non. La logique est là. Respectez les langues. Après ça, vous respectez votre voisin. Très bien dit, très bien dit. Eh bien, je vous remercie pour votre appel. On va poursuivre l'émission. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. À bientôt. Vous écoutez Parle, jase. En ce mardi 21 octobre, on est en compagnie de Jacques Giguère aujourd'hui. Il y a le discours du trône qui sera prononcé cet après-midi, sujet de l'heure aujourd'hui. Et puis, on a eu quelques petites questions, Jacques, par courriel. Je vais y aller avec l'une d'elles. Selon les discussions sur le prochain budget fédéral, on penserait augmenter la pension des 65 ans et plus et de réduire la pension de ceux qui gagnent plus de 100 000 pour aider les plus nantis. Ou les moins nantis, qui aurait dû dire dans la question. La personne dit qu'elle pense que ce serait une bonne chose. Et qu'en pensez-vous? Ben écoute, c'est fédéral. Là, on parle de les pensions du fédéral, donc ça ne va pas se discuter à Fredericton aujourd'hui, parce que ça, c'est une province. Il faut comprendre que le Canada, c'est une fédération. Et une fédération, elle est divisée entre il y a quelqu'un qui gère le pouvoir central, puis il y a les autres qui sont membres de cette fédération-là. Donc, le Canada, c'est une fédération. Ottawa, qui est le gouvernement fédéral, lui, va gérer des choses qui sont inscrites dans la Constitution, comme l'armée, ils vont gérer ça, l'argent, là, le dollar canadien, des choses comme ça, la pension de vieillesse et tout. On a déterminé à la création du pays en 1867, voici ce qu'Ottawa va s'occuper, puis les provinces, vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ben, les provinces ont dit, nous autres, on veut l'éducation. Ah, OK. L'éducation, c'est juridiction provinciale. Quoi d'autre aussi qu'ils ont? Il y a plein de choses que les provinces vont gérer. La santé, par exemple. Le système de santé varie d'une province à l'autre. On n'a pas une carte de santé canadienne. On a des cartes provinciales. Donc, c'est ça. Donc, ce que la dame dit, c'est une initiative du fédéral, mais qui va être bénéfique pour tous les Canadiens. C'est pas nécessairement une dame qui dit. J'ai dit une dame, j'ai dit une question. Ouais, la question qui a été posée. Donc oui, mais aujourd'hui, est-ce que ça va pas être discuté aujourd'hui? Mais effectivement, si c'est discuté, ça peut être un phénomène intéressant parce qu'il y a un phénomène de pauvreté chez la population vieillissante et il faut absolument que les gouvernements y réfléchissent sérieusement. Mm-hmm. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Oui, c'est Jason? Non, c'est Sébastien. Sébastien. Vous êtes en onde. Ah, on est en onde? Oui. Juste pour te dire, Sébastien, je n'ai pas écouté depuis le début du tout. Je suis parti et puis je n'ai pas pu entendre rien du tout. Est-ce que vous avez parlé des avions qui sprayent les choses dans le ciel? Non, on n'en a pas parlé encore aujourd'hui. C'est sûr que oui, on a fait certaines recherches là-dessus. On pourra y revenir. Mais rapidement, pour les chemtrails, il y a toutes sortes de choses qui peuvent expliquer les traînées, là, comme par exemple, surtout la température là, dans le ciel. On a vu pourquoi, par exemple, un avion faisait une ligne et l'autre à côté n'en faisait pas. C'est une différence d'altitude, des fois, qui faisait quelques degrés de différence et qui pouvait faire qu'un faisait beaucoup de boucan et l'autre non. Mais on y reviendra une autre journée à cette question. Aujourd'hui, on va se pencher sur le discours du trône qui sera présenté cet après-midi. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre appel. On va remettre ça une prochaine fois. Oui. Est-ce que je peux te dire où aller faire la recherche pour le sprayage dans le ciel? C'est correct. On va faire les recherches exhaustives de notre côté. Pas de problème. C'est geoengineering.canada. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée.
Hey, je vais avec une autre question qui nous est venue par courriel, Jacques. Génération Squeeze, qu'on appelle, qui demande des paiements de la sécurité de la vieillesse qui soient réduits pour les couples retraités dont le revenu dépasse 100 000 $. Et selon les règles actuelles, les couples ayant un revenu jusqu'à 182 000 peuvent recevoir la prestation complète. De cette façon, ça pourrait augmenter les plus nantis. Et on dit que c'est demandé par le Bloc québécois. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'était pas tout à fait clair? Il faudrait que tu répètes la question, parce que l'observation, parce que Ben, on parle que les gens qui ont la sécurité de la vieillesse soient réduits pour les couples retraités dont le revenu dépasse 100 000, et puis ça ferait des coupures. En fait, on pense que ça aiderait les moins nantis, ou les mieux nantis. OK, si je comprends bien, si vous êtes à la retraite puis vous avez déjà un revenu d'au-dessus de 100 000 malgré la retraite, parce que souvent, à la retraite, normalement, il n'y a plus de revenus qui viennent. Vous, si je comprends bien la question, malgré que vous êtes à la retraite, vous avez quand même des revenus, soit par des placements ou toutes sortes de raisons. Vous avez des revenus de 100 000 $ et plus. Pourquoi aller soutirer un peu l'argent du gouvernement fédéral? Parce que c'est universel, tout le monde y a droit. À partir du moment où on a 65 ans, on a droit. On peut reporter à plus tard. On n'est pas obligé de la prendre à 65 ans. Vous pouvez attendre à 70 ans, par exemple, pour la retirer. La différence, c'est que si vous attendez 5 ans de plus, le montant va être plus élevé à partir de 70 parce que pendant 5 ans, vous l'avez pris zéro. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. Si vous la retirez à partir de 65, il y a un montant qui est calculé là, par le gouvernement. Et puis, c'est ce montant-là que vous aurez qui va être soit indexé ou pas. Ça dépend. Enfin, ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais c'est possible. Mais c'est universel. Puisque ce que ces gens-là, si je comprends bien, demandent, c'est pourquoi continuer de donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas de besoin, alors qu'il y a d'autres personnes qui en ont de besoin. Mm-hmm. Bon, il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais tout le monde y a droit, donc on le donne à tout le monde. Puis de toute façon, s'ils gagnent autant, ben ils vont leur payer en impôts, puis ça va retourner au gouvernement, tu sais, d'une certaine manière. Je suis pas fiscaliste, mais à quelque part, il y a... Là, faut déterminer si c'est universel ou c'est pas universel. Et si oui, c'est quoi le montant? On le monte pour tout le monde ou on le monte pas? Alors, c'est des grosses questions qui sont posées, là. C'est des grosses questions. Et puis, à partir du moment où on se met à discuter de ça, ben il y a toujours des opinions divergentes. Puis, à un moment donné, ben la politique, c'est l'art du compromis. Mm-hmm. Donc, il faut trancher une ligne quelque part, ou la diagonale, de travers, ou stylisée, mais il faut tracer une ligne quelque part pour dire ça marche dans ces cas-là et ça marche pas dans ces cas-là. Et donc là, il faut vivre avec ça. Là, merci beaucoup, Jacques. C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Merci pour cette tentative ou cette partie de réponse. C'est quand même très bien. J'espère que ça éclaircit un peu. On va prendre un appel. C'est le 506-532-0133 pour vos questions, vos commentaires. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bon matin à vous. Bon matin. Oui, le monsieur qui a appelé tantôt, là, qui avait donné un site à propos de geoengineering. Le nom du monsieur, c'est goengineering.org, puis lui, il s'appelle Dave Wigington. C'est une réalité, puis c'est vrai, ça. Je vais pas en parler, c'est un autre sujet, là, j'appelle une autre fois. C'est une réalité, puis aller visiter ce website-là, c'est une réalité, vraiment. Je peux... Écoutez, là, je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent à ça ce matin, mais je peux vous dire une chose. Est-ce qu'il y a de la science pour faire pleuvoir à certains endroits plutôt que d'autres? Le geoengineering, oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui existe. Là. Je parle pas des chemtrails, là. Je parle du geoengineering. C'est deux affaires différentes. Geoengineering, il y a certains pays qui ont développé... écoutez, j'ai pas l'information devant moi, là. C'est de la manipulation du climat. Moi j'ai de l'information devant moi. En fait, c'est des cristaux de Ils ont fait de l'ensemencement des nuages, là, par exemple? En fait, c'est ça. On permet aux gouttelettes de pluie de s'amalgamer autour de cristaux qui ont été mis dans le nuage pour tout simplement faire pleuvoir le nuage là où on pense qu'il devrait aller et non pas ailleurs dans la nature. Tu sais? Bon, mais ça, c'est très, très localisé, là. C'est très localisé, puis on essaie de faire ça pour essayer de comprendre. Mais vous comprenez qu'à partir du moment où on rentre là-dedans, où on veut modifier le climat, on commence à rouvrir des boîtes de Pandore, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, on a une idée, celle de pouvoir faire ça. On l'a essayé, ils ont fait des mises en application comme ça. Mais de là à dire que c'est une conspiration mondiale pour dire qu'on va mettre ça partout, puis c'est pour empoisonner le monde,
Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a personne qui a intérêt à empoisonner tout le monde. Puis même si j'entends dire des pharmaceutiques et tout ça, attendez, là. Tout le monde vit sur la même planète, là. Tu sais, on peut pas... faut juste revenir sur Terre, tranquillement, puis se dire, OK, qui gagne à faire ça? Les milliards que ça va coûter pour faire quoi? Est-ce qu'on veut vraiment s'empoisonner? Non, moi, personne. Mais le geoengineering, oui, c'est une science qui est en train de se développer. Puis ça sera au gouvernement de dire, non, on va pas là. On va pas là, c'est tout. Et il y aura la possibilité là, de faire une montée de bouclier contre ça. Mais je vous remercie pour votre appel. On va en parler un autre jour plus en profondeur. Je ne vais pas aller dans les détails trop, mais monsieur, je t'encourage d'aller voir ce site-là. Puis son nom, c'est Dave Wigington, puis il va expliquer les choses. Puis je parlerai back une autre fois, mais que vous parlez de ce sujet-là, j'ai d'autres choses à dire. Merci de m'avoir écouté, là. D'accord. Tu peux passer une très belle journée. Vous écoutez Parle, jase. En ce mardi 21 octobre, on aura la prononciation du discours du trône. Aujourd'hui, ce sera prononcé par Madame Louise Imbeau. Et si vous avez des questions concernant le discours du trône, on est là pour ça et pour en discuter aujourd'hui. Et on va prendre un appel, c'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre. Parle, jase, on vous écoute. Oui, moi, mon problème avec tout ça, là, c'est qu'on est encore sous le règne de l'Angleterre. Puis la preuve, c'est qu'on a besoin ce matin, on a besoin d'avoir le discours encore qui vient de la couronne avant qu'on puisse faire des choses. Donc, tous les appointements qu'on a au Canada avec les sénateurs, avec tout ce monde-là, ça nous coûte de l'argent. Et puis, on se dit indépendant, on n'est absolument pas indépendant. On est encore sous la couronne. Aussi longtemps qu'on sera sous la couronne. C'est pour ça que c'est fort au Canada, encore la couronne, c'est que ça suppresse le français. Ça sera toujours ça qui va arriver. Tant qu'on ne sera pas débarrassé de ça, là, la couronne, ben, on aura toujours des problèmes. Donc, vous aimeriez que comme l'Angleterre, pas l'Angleterre, pardon, mais comme l'Australie a fait, qu'on se détache de la couronne britannique, qu'on devienne un pays indépendant. On est un pays indépendant, mais qu'on ne soit plus une monarchie constitutionnelle, mais peut-être plus comme une république. Comme les Américains, c'est une fédération aussi, mais ils élisent un président. La France élit un président, par exemple. Ailleurs, chez nous, on élit un premier ministre. On élit une chambre basse, hein, la Chambre des communes, ou la législature avec Fredericton. Mais là, vous dites, non, tout ce qui est l'image de la couronne, on pourrait se débarrasser de ça et fonctionner quand même. On fonctionnerait bien mieux que ce que l'Angleterre a fait pour nous autres. Hein? Pensez à ça 2 secondes, là. C'est qui est-ce qu'on vendait le plus de marchandises? Pas en Angleterre. L'Angleterre, là, ils sont ici, fla, puis on va vous aider. Puis ils vont pas nous aider. C'est loin, là. Quand on pense, là, quand on fait de l'économie, on va pas en France, les bateaux, ça coûte cher. On va pas aller en Angleterre, les bateaux, ça coûte cher. On va chez les Américains. Si on n'a pas les Américains, là, I'm very sorry, mais le Canada est fini. Ça, vous le savez. Puis il faut le dire la vérité. Donc, il faut s'entendre avec nos amis les plus proches. Les Américains, ce sont nos amis. Faut pas regarder la présidence ici, là, puis tout ça. Les Américains, c'est nos amis. Et puis l'Angleterre, ils n'ont jamais rien fait pour nous autres, puis ils ne feront jamais rien pour nous autres. Premièrement, l'Angleterre, c'est vrai que c'est loin. Il y a un gros trou d'eau entre nos deux, hein, qui s'appelle l'océan Atlantique. Puis oui, ils sont loin. Puis oui, mais ils partagent quand même quelque chose de fondamental avec nous, c'est une démocratie. Quand vous dites qu'il faut s'entendre avec notre voisin du Sud, parce que c'est nos amis, c'est le même ami qui est en train de nous menacer d'annexion, qui est en train de nous menacer avec des tarifs de toutes sortes, qui ne respectent pas les règles et qui est en train d'établir un régime fasciste, qui est en train d'établir un régime d'extrême droite. Quand on traite des républicains, on traite des démocrates élus de terroristes, ça, c'est ça qui se passe aux États-Unis, là. La prochaine année va être intéressante, mais ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais oui, il faut s'entendre au niveau économique, d'avoir des frontières et tout ça. Ben oui, c'est plus proche. C'est normal de faire ça. Mais même là-dessus, on se fait menacer. Alors, là, on négocie avec le couteau sur la gorge. C'est ça qu'on est en train de faire, là. Hey, ça va, c'est difficile, là. Mais oui, il faut s'entendre. Ben oui, c'est notre voisin. Alors, il faut essayer de vivre en harmonie. Mais vivre en harmonie avec quelqu'un qui veut pas, c'est difficile, là.
Attends, il y a de quoi, là? On est parti. La ligne... Oui, vous avez un problème avec votre signal cellulaire? Une chose, que cet autochtone, on a le couteau sur la gorge aussi. Fait que, regarde, là, on est pas capable de parler, de s'entendre. C'est ça qu'on fait présentement. Dominique Leblanc, moi, je trouve qu'il fait une bonne job. Il est là-bas, il va leur parler. On va voir ce qui va arriver à la fin. OK? On ne sait pas présentement ce qui se passe parce qu'ils ne voulons pas parler. Vraiment, si vous êtes en mouvement, on a beaucoup de difficultés à vous entendre. On a beaucoup de difficultés à vous entendre. Ben, vous pourrez peut-être nous rappeler un peu plus tard si vous changez d'endroit. Peut-être là, c'est-tu mieux? Ben là, allez-y voir. C'est ça que je dis, là. Ah non, je vous entends pas bien. Je vous entends pas bien. Okay, je vais prendre un autre appel, puis je m'excuse. Okay. On va se reparler. Bonne journée, si vous m'entendez. Bonne journée. Ouais, si vous nous entendez, bonne journée. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, est-ce que je pourrais donner mon opinion pour le dernier sujet que vous parlez des Américains? Allez-y. Ils veulent nous contrôler, puis ça. Mon opinion est que ce n'est pas les Américains, c'est le président des États-Unis qui veut nous contrôler. Oui. La majorité des Américains nous aiment bien, puis on s'accorde avec eux, mais c'est le président en tête qui veut nous gouverner, puis ça ne va pas vraiment à sa façon que je peux voir dans le moment. Oui, ben c'est ça. Hein, même qu'aux États-Unis, même, il y a de grandes divisions dans les familles hein, qui, suite aux différents changements du gouvernement. Donc, oui, ça a créé de grandes divisions. Il y en a, par contre, certainement des Américains qui soutiennent. Il y a beaucoup d'Américains qui soutiennent le président en place. Mais, comme vous le dites, il y a une polarité, c'est-à-dire il y a deux façons de penser et c'est très largement répandu aux États-Unis. Donc, les deux façons de penser sont là aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui, oui, agiraient comme nos amis. Oui. Absolument. Oui. J'ai vu un sondage qui disait que 45% des Américains qui ont voté pour Trump regrettent leur vote. 45%. Ça, il veut dire, j'ai hâte à l'année prochaine, au midterm, de voir s'ils vont encore voter pour Trump ou s'ils vont pas voter du tout ou voter indépendant ou démocrate. Ou s'ils auront même la chance de voter. Oui. Ça, ne l'oubliez jamais. Regardez à quel point le gouvernement actuel est en train de changer complètement les règles du jeu. Il maîtrise toutes les pions, ou à peu près toutes. Il traite la presse de fake news. Il maîtrise tous les pouvoirs. Hein? Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire maintenant avec tous les juges qu'il a nommés qui sont d'extrême droite. Et donc là, il restait le pouvoir des médias, hein, ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Il est en train de mettre la hache là-dedans, en mettant des gens à la tête de ça pour pouvoir éliminer les émissions qui ne disent pas des bonnes choses de lui. Là, il veut se créer un acte de triomphe gigantesque. C'est devenu une folie. Là. On se dirige tranquillement vers une folie. La question qu'il faut se poser... Puis là, il y a l'armée qui est en train de vouloir aussi contrôler. Donc là, on est rendu à un moment donné, un moment charnière dans l'histoire américaine où, normalement, il devrait y avoir des élections, des midterms qu'on appelle, là, au mois de novembre l'année prochaine. Et c'est là qu'il y a une partie du Sénat puis des chambres de représentants qui va au vote. C'est divisé en trois. Le système est complexe, là. Il est différent d'une autre, mais le système permet qu'à certaines périodes de temps, il y a une partie des gens qui siègent en chambre et au Sénat qui vont en élection, mais pas tout le monde. Alors, ça permet une certaine stabilité dans tout ça. C'est différent. C'est comme ça que ça marche. Donc là, il va en avoir au mois de novembre. Mais est-ce qu'elles vont avoir lieu? La question, c'est ça, parce qu'avec ces ACE qui vont se promener, c'est tous ces gens qui cherchent à expatrier, l'intimidation, on envoie l'armée, etc., puis il a laissé sous-entendre que après l'élection, c'est pas les gens d'élection qui vont s'occuper des boîtes de scrutin, c'est l'armée. Et il laisse entendre des choses comme ça. Donc, s'il y a élection,
est-ce que, de toute évidence, les résultats seront contestés, soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est là le grand danger s'il y a une élection aux États-Unis, s'il y a une élection comme il nous la prévoit. Et il y avait des élections légitimes et le président américain disait que les résultats étaient faussés alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. Alors là, imaginez-vous si c'est fait d'une manière qui est douteuse. J'espère que non. J'espère que les Américains ne vont pas tomber là-dedans. Mais la tragédie qu'ils risquent d'avoir, c'est peut-être une guerre interne américaine. C'est ça qu'il essaye, parce qu'il a réalisé, s'il y avait une guerre interne, qu'il n'y aurait pas d'élection, mais c'est pas vrai. Il y a eu des élections le temps de la Deuxième Guerre, puis d'autres guerres. Oui, mais la guerre n'était pas sur le territoire américain. Lui dit que si ils sont en guerre, que ça soit une guerre civile ou un autre, qu'il n'y aurait pas d'élection, c'est pas vrai. Mais il travaille très fort pour continuer une guerre constamment pour pas qu'il y ait d'élection. Ben, ce qu'il est en train de dire, si vous lisez entre les lignes, là, c'est que c'est moi qui va décider s'il y a une élection l'année prochaine ou pas. Oui. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Donc, vous espérez beaucoup, il y a beaucoup de gens qui espèrent que dans 1 an, il y aura un rééquilibre qui se fasse au Sénat puis à la Chambre des représentants aux États-Unis, pour que là, enfin, il y a plus de démocrates, et donc là, il y a une majorité de démocrates, et donc là, le système va se mettre à fonctionner, à être plus fonctionnel, va faire une espèce de contrepoids à la présidence américaine, parce que c'est ça, là, le check and balance américain, là. C'est que chacun des pouvoirs se balance, et puis finalement, la société évolue à l'intérieur de ça, autour des compromis pour satisfaire tout le monde. Le système américain n'est pas un système qui est mal fait, mais les démocraties sont fragiles. Toute démocratie est fragile. Et là, on a quelqu'un qui a décidé de s'attaquer même aux racines de la démocratie. Et là, c'est là qu'on va voir si ça passe ou ça casse, là. Dans la prochaine année, j'ai hâte de voir. Mais moi, je suis pas divin, puis je suis pas... je vous dis ça d'extérieur, là, en tant que retraité, puis je regarde passer ça, puis je me questionne. J'ai des craintes. Mais là où je vous rejoins à 100%, c'est que c'est vrai que c'est pas tous les Américains qui pensent comme ça, puis il y en a beaucoup qui sont fiers de venir chez nous, puis de nous le dire. Oui. Puis j'en ai rencontré à l'extérieur du Canada, en Europe, cet été. Puis... oui, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Vous avez raison. C'est pas tout le monde. Heureusement que c'est pas tout le monde qui pense de la même manière, sinon la vie serait plate. Là, j'ai vu que l'ancien président Obama a placé une plainte pour que Trump soit impeach. Je ne sais pas pourquoi, par exemple. Mais il y a plein de raisons pour le faire, là. C'est pas le nombre de raisons qui manque, là. Oui. Mais si il est seulement impeach, il n'est pas remove. Il faudrait qu'il serait impeach and remove. Je ne sais pas. J'ai seulement vu que ça m'était impeach. J'ai pas vu qu'Obama voulait remove from office. Non, mais là, il faut faire attention. M. Obama peut penser ce qu'il veut, peut faire la demande qu'il veut. Ça appartient au Congrès américain de décider s'il y a une destitution d'un président ou pas. Ça s'arrête là. C'est ça que les démocrates ont fait à l'époque contre le président Trump. Il y a eu 2 tentatives qui ont échoué, mais qu'il y a eu quand même 2 tentatives. Mais ça venait de la Chambre des représentants. Tu sais, c'est là, puis après ça, il faut que ça passe au Sénat, puis si ma mémoire est bonne, il faut qu'il y ait un vote de 2/3 et tout ça. Donc, quand quelqu'un se rend jusque-là, c'est que ça va mal, comme on dit chez nous, ça va mal à la chope. Là, tu sais. Oui, il y a eu 2 tentatives. Le problème qu'ils ont, ces gens-là, c'est que dans l'Assemblée, aux États-Unis, dans la Chambre des représentants, puis au Sénat, la majorité... c'est des républicains. Et puis, c'est une des raisons pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne. Ils siègent même plus. Parce qu'ils ont inventé... Ils blâment ça sur les démocrates qui veulent pas s'entendre avec nous. Donc, nous autres, on gèle le budget du gouvernement. On arrête de siéger. On vote pas sur une prolongation de l'augmentation de la dette. Et là, le gouvernement, il n'y a pas le choix. Ils sont pris dans une situation où il n'y a plus d'argent. Donc, mettre le monde dehors. Il n'y a plus d'argent. Êtes-vous d'accord avec moi que le gouvernement est fermé dans le moment, shutdown, mais qui est en train de rebâtir un ballroom, tandis qu'il y a du monde qui vont perdre leur maison parce qu'ils n'ont pas
d'argent qui va rentrer, puis ça. Croyez-vous que c'est juste, ça? Ah, ben là, moi, je pense pas. Mais en même temps, il va dire c'est tous des dons, puis c'est la Maison-Blanche avait besoin de ça, puis c'est beau, puis c'est grandiose, puis j'étais ailleurs, puis il y en a, ben je verrais pas pourquoi on n'aurait pas, puis ils traitent les autres de pas l'avoir fait d'imbéciles et tout ça. Je veux dire, il y a toujours moyen de justifier. Là, on arrive... Mais là, vous parlez d'une justice sociale, puis là, oui, mettre de l'argent pour un ballroom quand, d'un côté, il y a des gens qui perdent leur assurance maladie. Mais c'est ça, le système américain. C'est ça qu'ils ont voulu. Alors, ils vivent avec, là. Ils sont mal pris avec, là. Je serais pas d'accord au Canada non plus, si ça arriverait comme ça. Puis c'est pour ça que mes Américains font pitié quand que je vois des choses comme ça, qu'il y en a qui vont perdre les maisons parce qu'ils ont plus d'emploi, puis les vieillards vont perdre le médicament parce qu'il n'y a rien qui va rentrer, mais un ballroom qui va servir une fois ou deux par an. Allô? Oui. Pour servir du McDo. C'est mon opinion pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie beaucoup, très apprécié, puis on arrive à la fin de l'émission. Je vous souhaite une très belle journée, vous aussi. Bonne journée, madame. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Et merci, Jacques. J'ai appris tout plein de choses et ça a été très enrichissant encore une fois. Alors, Discours du trône aujourd'hui, ça se passe cet après-midi, prononcé par Mme Louise Imbeau. 13h, oui. Et puis d'ailleurs, juste comme ça, avant de terminer, est-ce qu'il y en a eu d'autres Acadiens ou Acadiennes qui ont été au poste de lieutenant-gouverneur général dans l'histoire? Il n'y a pas seulement Louise Imbeau. Non, elle vient d'être nommée janvier 2005, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est tout récent. Donc, ça sera sa première fois. C'est la 33e lieutenant-gouverneur, Mme Imbeau. Mais oui, il y en a eu d'autres Acadiens avant. Je fais appel à votre mémoire. Qui a été le premier Acadien nommé comme lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick? Moi, je le sais pas. On remonte en 1971, donc c'est pas très loin quand même dans l'histoire, une cinquantaine d'années. C'est Édard Robichaud. Ah oui. C'est Édard Robichaud de Chupagan. Et après ça, c'est quelqu'un du Sud-Est. C'est l'honorable Gilbert Finn. Gilbert Finn, qui a été le deuxième francophone. Et après ça, bien évidemment, tout le monde se rappelle de Herménégilde de Chiasson, qui était un grand artiste, qui est encore un grand artiste en Acadie, et qui a été lieutenant-gouverneur, lui, de 2003 à 2009. Et juste avant pas juste avant Mme Imbeau, mais il y a eu une Mme Jocelyne Roy-Viennot, qui a été aussi lieutenant-gouverneur en 2014, de mémoire, 2019, quelque chose comme ça. Et puis là, on a Mme Imbeau. Donc, il y a eu des francophones qui ont occupé cette poste-là de représentants de la reine. Alors ça a été critiqué. Je me souviens, quand M. Chiasson a été nommé, Herménégilde de Chiasson, comme lieutenant-gouverneur, c'est une question auquel il a dû répondre. Comment tu fais pour accepter ça, tu sais? Donc, il y a évidemment toute une réflexion, puis bon, on peut ou ne pas accepter. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On vous demande de faire ce job-là. Et puis, donc, c'est intéressant de voir la réflexion derrière ces gens-là pour pouvoir assumer un job de représentant de celui qui a déporté vos ancêtres. Il y a quelque chose là il y a un monsieur qui nous a appelé plus tôt pour parler de ça. Il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus. Ouais. Écoute, il y a autant de réponses qu'il y a des gens qui nous écoutent là. Puis je vais commenter juste un dernier commentaire que j'ai eu par courriel pour la déportation des Acadiens. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait commencer à mettre ça de côté, que des petits groupes en mettent un peu trop. Et qu'il faudrait accepter que ça fait proche de 3 siècles et que le monde a changé depuis. Donc ça, c'est un des commentaires. Il y a différentes façons de penser. Absolument. Puis cette personne-là a un commentaire intéressant. Jusqu'où on va s'enfarger d'un fleur du tapis, dirait mon père. Alors, mais pour d'autres, non, c'est plus que des fleurs du tapis, c'est des symboles importants, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture, ça dépend de paquets de raisons, ça dépend de paquets de choses. Puis c'est ce qui fait la beauté de notre société. Elle est plurielle. Donc, on a beaucoup d'idées comme ça, puis ça évolue et ça change. Et puis, il y a des débats d'idées, puis Dieu, c'est tellement important.
faut arrêter de s'enfermer dans son coin, faut s'ouvrir sur l'autre et essayer de comprendre l'autre. Et tous les commentaires, il faut essayer de les comprendre. Puis la vérité est souvent quelque part entre les deux, tu sais. Puis il faut évoluer là-dedans. Non, on va essayer de faire notre mieux, de notre mieux pour la communiquer le plus souvent possible, cette vérité. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'émission. Et je vais te dire à la semaine prochaine, Jacques. Et d'ailleurs, on va se souhaiter, puisque tu avais commencé l'émission avec une petite nouvelle de sport, une petite joie concernant les Blue Jays, ben, j'espère que la semaine prochaine, on pourra célébrer au moins une victoire en série mondiale. Au moins un match. C'est des 4 de 7. C'est des 4 de 7, ça sera pas terminé, mais qu'on se revoit mardi prochain. C'est beau. OK, salut tout le monde et passez un bon mardi. CJSE, une station au